Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur les différentes étapes de la carrière d'une vache. Les différentes étapes de la carrière d'une vache. Depuis sa maturité sexuelle à l'expression de la chaleur, à la fécondation, la gestation, la mise bas, la production laitière jusqu'à la réforme. Donc, je vais vous proposer le plan suivant. Tout naturellement, nous allons commencer par une introduction. Après cela, on va parler des phases du cycle sexuel. Une fois que la femelle est cyclée, tout naturellement, elle va manifester ses chaleurs. Et après la manifestation des chaleurs, il y aura la fécondation. Donc, on va parler du moment idéal de la fécondation. Après cela, on va réaliser cette fécondation qui peut être soit une montre naturelle, soit l'insémination artificielle. Elle aura sa gestation. Pour cela, on va d'abord diagnostiquer la gestation pour nous assurer qu'elle est bel et bien fécondée. Et ensuite, elle va conduire sa gestation. Après la gestation, il y aura la mise bas ou la parturité. Et après la mise bas, il y aura la lactation. Elle va faire sa série de lactations pour arriver jusqu'à la réforme. Donc voilà les différentes étapes de la carrière d'une vache. Il faut dire que quelle que soit la spéculation, qu'elle soit laitière ou qu'elle soit une spéculation de viande, un élevage bien conduit répond aux mêmes objectifs. Il s'agit, un, d'avoir le maximum de génisses gestantes le plus tôt possible. Deux, avoir le moins possible de femelles qui sont vides, qui ne sont pas gravides. Et enfin, obtenir un veau par vache et par an au moment souhaité en fonction des impératifs techniques et économiques. Donc voilà les trois objectifs qu'on se fixe dans la spéculation laitière et tout comme dans la spéculation de l'embauche. Ensuite, je conserve le premier objectif qui est celui d'avoir le maximum de génisses gestantes. Le facteur limitant est l'âge de la mise à la reproduction, qui lui-même est conditionné par l'âge de la puberté. En effet, on ne peut pas mettre la vache en reproduction sans pour autant qu'elle arrive à maturité sexuelle. Donc, le temps ou l'âge à la maturité sexuelle est le facteur qui détermine cela. Pour ce qui est de l'objectif de 1 veau par vache et par an, il est lié aux contraintes physiologiques. En particulier, le délai entre la mise bas et les prochaines chaleurs qui doivent permettre de saillir la femelle. Selon les races, la durée de gestation est de 275 jours à 290 jours. Il y a 75 à 80 jours pour que la vache soit fécondée. Donc, après la mise bas, il y a 75 à 80 jours pour que la vache soit fécondée avec l'objectif d'avoir un veau par vache et par an. Parlons à présent de la maturité sexuelle. Chez le mâle, la maturité sexuelle s'exprime par le déclenchement de la spermatogenèse et surtout les tentatives de saillie. Eh bien, le mâle aura tendance à saillir d'autres femelles. Par contre, chez la femelle, la manifestation de la maturité sexuelle s'exprime par les manifestations de l'estrus, autrement dit les manifestations de la chaleur. Chez la plupart des races, la puberté apparaît à 12 mois chez le mâle. On peut commencer dans ce cas à récolter les spermatozoïdes grâce à un vagin artificiel à raison d'une fois par semaine. Quand le mâle aura 2 ans, en ce moment, on peut commencer une récolte en plein rythme à raison de 2 à 3 récoltes de spermatozoïdes par semaine. Si les mâles arrivent à maturité sexuelle à 12 mois, alors à quel âge les femelles arrivent à maturité sexuelle? Chez la femelle, il est difficile de donner une norme. En effet, l'âge de la puberté chez la femelle varie considérablement d'un animal à l'autre sous l'influence des facteurs génétiques et sous l'influence des facteurs alimentaires. Cela veut dire que
D'un point de vue génétique, il y a des races, des femelles qui sont précoces, mais aussi l'alimentation a un rôle très important dans la précocité sexuelle des femelles. En ce qui concerne l'aspect génétique, on distingue des races qui sont précoces et des races qui sont tardives. La précocité sexuelle va en parallèle avec la physiologie de la race. L'âge de la puberté varie le plus souvent de 8 à 12 mois, ce qui montre que les femelles sont plus précoces que les mâles. Cela me rappelle le litige éternel qu'on a sur l'âge du mariage chez la jeune fille. En effet, la maturité sexuelle chez la jeune fille est tributaire, un, de son alimentation, c'est tributaire, deux, de sa génétique, et c'est tributaire, deux, même de son environnement. Car les filles qui vivent dans une promiscuité avec les hommes ont tendance à arriver à maturité sexuelle plus précocement que des filles qui sont isolées. Et cela a un lien direct avec les écoles. Dans le temps, il y a des écoles filles et il y a des écoles garçons. Donc on pouvait s'imaginer qu'en ce moment que la puberté sera tardive, alors que maintenant on a des écoles mixtes, ce qui va faire en sorte d'avoir des pubertés beaucoup plus précoces. Revenons à notre sujet. En ce qui concerne le niveau alimentaire, la puberté est d'autant plus retardée que le niveau alimentaire est bas. Donc, lorsque l'animal ne mange pas à suffisance, eh ben, la puberté n'est pas précoce. Par contre, lorsque le niveau alimentaire est élevé, la puberté est beaucoup plus précoce. Ainsi, dans une race donnée, c'est le poids vif plutôt que l'âge qui conditionne la maturité sexuelle. Il faut atteindre au moins 40 à 50% du poids adulte pour voir la puberté s'exprimer. À ce niveau, j'aimerais rappeler cette recommandation du prophète paix et salut sur lui qui dit que lorsque vous voulez réduire votre libido, il faut réduire la quantité d'alimentation à ingérer ou bien faire du jeûne. Eh bien, on voit bien que lorsque le niveau alimentaire est réduit, l'âge de la maturité sexuelle est tardif. Alors que lorsqu'il y a une hyperalimentation, la maturité sexuelle est plus précoce. Parlons à présent de l'âge du premier vélage. L'âge du premier vélage, c'est l'âge où la femelle va donner son premier veau. L'objectif est de réduire l'âge au premier vélage le plus possible. On réduit ainsi la durée de l'élevage qui est improductif chez l'animal. Pour cela, plusieurs contraintes sont rencontrées. Un, c'est le développement corporel. Les besoins de la gestation étant prioritaires, on redoute qu'une gestation précoce entrave la croissance et le développement de la génisse et compromette ainsi sa carrière. Donc, il ne faut pas mettre vos génisses rapidement en reproduction, car si elles commencent rapidement une production, eh bien, le développement de la génisse risque d'être compromis à cause de la gestation. Donc, on doit s'assurer que l'alimentation puisse couvrir les besoins de croissance et de gestation. Donc, la préparation de la ration doit couvrir au moins chez les génisses les besoins de croissance parce que la génisse n'a pas fini sa croissance, mais aussi les besoins de la gestation. La deuxième contrainte, c'est la fréquence des dystocies. En effet, on augmente, les fréquences de dystocies augmentent lorsque l'âge de la parturiente diminue. Donc, plus la femelle est jeune, plus la probabilité qu'elle fasse une mise bas dystocique est grande. Moralité, il est préférable d'attendre que la femelle ait au moins 50% du poids adulte pour lui permettre une mise bas. Sinon, vous vous exposez à des dystocies. L'incidence d'une lactation précoce. Oui, une lactation très précoce risque de compromettre la croissance de la génisse. L'augmentation des besoins dus à la lactation peut constituer un frein à la croissance. Il est judicieux de recourir à un tarissement précoce chez les femelles primipares. Une alimentation suffisante permettra à l'animal d'atteindre sa pleine croissance avant la deuxième mise bas. Donc, si on lui assure une bonne alimentation avant la deuxième mise bas, la croissance serait terminée.
À ces trois contraintes, il est conseillé de ne pas saillir une femelle dont le poids est inférieur à 60% du poids adulte. Donc, malgré que nous avons l'envie d'avoir des femelles, des génisses qui arrivent rapidement dans l'activité sexuelle, il est préférable quand même, avant de s'engager, de s'assurer qu'elles ont au moins 60% du poids adulte. Tous les problèmes envisagés à propos du village précoce se retrouvent amoindris avec une alimentation adéquate. Ceci veut dire que l'alimentation est la clé. Lorsque vous assurez une bonne alimentation, les problèmes de dystocie, les problèmes de retard de croissance, tous seront annihilés. Parlons à présent du cycle sexuel. Les phases du cycle estral chez la vache laitière. Tout d'abord, il faut dire qu'il y a des femelles à cycle continu, c'est par exemple la brebis, la chèvre, la vache, et il y a des femelles à cycle saisonnier, c'est par exemple la chienne ou la chatte. La chienne, elle arrive en gestation 2 fois par an à 6 mois d'intervalle. Le plus souvent, elle arrive en chaleur pendant la saison pluvieuse et puis 6 mois après pendant la saison froide. Il faut dire aussi qu'il existe des femelles à ovulation spontanée comme la femme chez l'homme, la vache, la brebis, la chèvre. Et il y a aussi des femelles qui ont une ovulation provoquée par l'accouplement. C'est par exemple la lapine ou c'est l'accouplement qui provoque l'ovulation. C'est par exemple la chatte ou c'est par exemple aussi la chamelle. C'est la photopériodicité qui détermine l'activité sexuelle. Et cette photopériodicité ou cette activité sexuelle est d'autant plus variée qu'on s'éloigne de l'équateur. La durée du cycle sexuel est de 20 jours en moyenne chez la génisse et 21 jours chez l'adulte. Toutefois, il y a des variabilités individuelles avec des extrêmes allant de 18 jours à 30 jours. Ce cycle peut être décomposé en 4 étapes, à savoir 1, le proestrus qui dure 4 jours, 2, l'estrus qui dure 19 heures, le métestrus et le diestrus qui dure 16 jours. L'estrus constitue par contre la seule manifestation qui est observable du cycle, parce que c'est pendant l'estrus qu'on dit que la femelle est en chaleur, et en ce moment on aura des manifestations qui vont nous prouver qu'elle est en chaleur, et nous en reviendrons un peu plus en avant. Maintenant, selon les phases endocriniennes, on peut dire que le cycle sexuel est décomposé en 2 phases, la phase folliculaire et la phase lutéale. La phase folliculaire est caractérisée par la sécrétion par l'hypophyse d'une quantité importante de follicle stimulating hormone, qui est la FSH. Celle-ci entraîne la croissance des follicules. Au cours de cette croissance, les follicules, quant à eux, sécrètent des estrogènes qui provoquent l'estrus. Et plus tard, la décharge par l'hypophyse de la luteinizing hormone. La décharge de la luteinizing hormone provoque quant à elle l'ovulation dans un délai de 12 heures. La deuxième phase, c'est la phase lutéale. Pendant cette phase, le follicule éclaté se transforme en corps jaune. Celui-ci va sécréter de la progestérone qui inhibe toute nouvelle ovulation. Si la femelle n'est pas fécondée au 17e jour du cycle, l'utérus va sécréter la prostaglandine F2-alpha qui va conduire à l'arrêt de la sécrétion de la progestérone par le corps jaune. Car le corps jaune va se dégénérer. La chute de la progestérone permet ainsi le démarrage d'un nouveau cycle. Comme on dit, mieux vaut voir une fois que d'entendre plusieurs fois. Donc il y a l'hypothalamus. L'hypothalamus va sécréter la GnRH et ensuite l'hypophyse va sécréter la FSH et la LH. La FSH qui va stimuler les gonades qui vont permettre le développement des ovaires. Les ovaires vont sécréter l'estrogène et s'il n'y a pas fécondation, l'ovaire se transforme en corps jaune qui va sécréter de la LH et puis plus tard l'utérus va sécréter de la prostaglandine F2-alpha qui va entraîner la lyse du corps jaune et le relancement du cycle estral. La reprise du cycle estral après la mise bas
la reprise du cycle après la mise bas commence dès le 20e jour. Dès le 20e jour, il y a une reprise du cycle extra après la mise bas, 20 jours après la mise bas. C'est ainsi qu'on observe par endoscope des ovulations, mais malheureusement qui ne sont pas accompagnées d'œstrus. Eh bien oui, même chez l'homme, c'est à ce niveau que les gens ont beaucoup de surprises. Madame vient de la maternité, elle vient d'accoucher et malheureusement, euh, elle se retrouve enceinte 2 semaines ou un mois après parce qu'effectivement, dès le 20e jour, on peut observer des ovulations. Toutefois, les ovulations ne sont pas accompagnées de chaleur. L'intervalle vélage-estrus connaît des variations selon l'influence du potentiel laitier, selon l'alimentation avant le vélage et en début de lactation. Oui, l'intervalle entre le vélage et l'estrus est influencé par le potentiel laitier. Lorsque la vache est une grande laitière, eh bien, cet intervalle s'allonge. Lorsque la femelle a accès à une grande quantité d'alimentation, elle peut manifester des chaleurs rapidement malgré la mise bas. Le rythme de traite intervient aussi, tout comme le rythme de tétée. Ça revient au même lorsque la femelle elle est hautement productrice, lorsqu'elle est sucée beaucoup par les veaux, eh bien, les estrus ou les chaleurs vont se manifester tardivement après la mise bas. Plus le potentiel laitier augmente, plus la reprise du cycle est longue. Oui. Le délai augmente chez les femelles qui allaitent. Oui, donc ça veut dire que l'allaitement est un facteur qui retarde l'évolution. En effet, traditionnellement, il y a beaucoup de femmes qui pensent que lorsqu'elles allaitent, elles ne peuvent pas tomber enceintes. C'est une erreur, surtout si elles mangent bien à sa faim. Il y a aussi un faible apport alimentaire qui peut entraîner aussi une augmentation de ce délai. Donc, par contre, chez les personnes qui ne mangent pas à leur faim, eh ben, ce délai peut être retardé. Par contre, en milieu urbain où les femelles ont suffisamment à manger, eh ben, on peut avoir beaucoup de surprises avec un deuxième enfant qui peut apparaître avec un intervalle entre son grand frère qui est relativement court. Quel que soit le délai de reprise de l'activité sexuelle, ne les présentez pas en saillie avant 45 jours. Ce délai est nécessaire pour permettre une involution utérine complète et par conséquent donner à l'insémination artificielle ou à la saillie le maximum de chances de réussir. Donc il faut mettre au moins un temps de 45 jours entre la mise bas et la suivante saillie. Sachez que l'involution utérine peut être retardée par des difficultés de vélage, des non-délivrances, autrement dit quand les annexes fétales ne sont pas tombées, une mauvaise hygiène de la mise bas, quand la mise bas se fait dans un environnement très sale, ou une alimentation carencée en minéraux. Parlons à présent du diagnostic du moment idéal de la fécondation. À présent que nous avons compris convenablement ce que c'est que le cycle estral, en particulier la manifestation de la chaleur, eh bien, essayons de voir comment ces chaleurs vont se manifester afin de détecter le moment idéal pour la fécondation. Le choix de ce moment repose sur la recherche des signes extérieurs de l'estrus. L'estrus ou les chaleurs sont accompagnés par des modifications anatomiques et comportementaux. C'est ainsi qu'on va observer une légère congestion de la vulve ou des lèvres vulvaires chez la vache. On va observer un écoulement des liquides glaireux, clair, filant. C'est la glaire cervicale. C'est ce bouchon qui est au niveau du col de l'utérus qui va s'écouler. On va observer un chevauchement des vaches par les autres. On va observer un agitement accompagné d'un meuglement. La vache va meugler, elle fera meuh. Et enfin, on note également une diminution de la production de lait de 10% lorsque la femelle est en chaleur. L'ovulation chez la vache est spontanée et elle doit intervenir 12 heures après l'œstrus. Donc, si vous voulez savoir quel est le moment idéal pendant lequel vous devrez présenter votre vache à votre taureau ou bien vous allez procéder à l'insémination artificielle, il faut le faire 12 heures après le début des chaleurs. Eh bien, voilà,
Ici, c'est la vulve d'une vache et là, nous avons une glaire cervicale filante claire qui est en train de s'égoutter. Là aussi, nous voyons qu'il y a des vaches qui sont en train de se chevaucher entre elles, ce qui prouve que la vache qui chevauche est probablement en chaleur. Toujours dans le cadre de la recherche du moment idéal de la fécondation. Lorsqu'on va recourir à l'insémination artificielle, on doit déterminer avec précision la période pendant laquelle on doit faire cette insémination artificielle. Pour cela, il faut tenir compte de plusieurs facteurs, dont un, la durée de l'estrus. Les chaleurs peuvent durer une journée, voire plus, particulièrement pendant les périodes froides. Le moment de l'ovulation, l'ovulation intervient 12 heures après l'estrus. Le temps de survie de l'ovule dans l'utérus, qui est de 6 heures, et le temps de survie des spermatozoïdes dans les voies génitales, qui est de 24 heures. À cela s'ajoute le temps qui est nécessaire aux spermatozoïdes pour remonter du point où ils ont été déposés jusqu'au lieu où se fera la fécondation, ce temps est évalué entre 6 à 8 heures. Il faut noter que le taux de mortalité embryonnaire augmente lorsque l'ovocyte vieillit. Donc, les spermatozoïdes doivent atteindre le lieu avant l'ovocyte. Autrement dit, il est préférable que les spermatozoïdes soient présents pour que, dès que l'ovocyte arrive, ils puissent être fécondés. Sinon, si l'ovocyte attend, il va vieillir et par conséquent, le taux de mortalité augmente. L'insémination doit être faite dans la seconde moitié de l'estrus. Dans la seconde moitié de l'estrus. Toujours la conduite du diagnostic de la chaleur. Parce que le diagnostic de la chaleur est la clé de la réussite de l'élevage. La plupart des méthodes reposent sur l'observation des signes de chaleur. Donc pour cela, on doit consacrer au moins 3 séances journalières d'au moins 30 minutes afin de s'assurer et d'identifier les femelles en chaleur. Et il y a des périodes importantes telles que tôt le matin quand il fait frais, au milieu de la journée et tard le soir. Là, on a l'assurance qu'aucune femelle ne passera sans pour autant qu'on s'assure qu'elle est arrivée en chaleur. Ces observations doivent être faites au moment où les animaux sont calmes et non au moment où les animaux sont perturbés par la distribution des aliments. Une bonne détection des chaleurs nécessite des enregistrements de tous les niveaux de production afin d'orienter les surveillances des vaches où il y a le plus de chances de manifester les chaleurs en fonction du moment précédent. Il faut aussi procéder à l'identification lisible même de loin. Donc lorsque vous enregistrez tous les événements chez la vache, vous pouvez vous attendre en disant qu'on peut s'attendre à ce que telle vache arrive en chaleur. Dans les troupeaux, on utilise aussi des systèmes appelés révélateurs de chevauchement, surtout dans les élevages extensifs en plein air. Donc pour cela, on va ici utiliser un système de marquage qui consiste à un taureau qui n'est pas entier, qui est vasectomisé, ou bien qui a un pénis dévié à 45, ou bien on va utiliser une vache androgénisée qui vont marquer les vaches en avant près du garrot à l'aide d'un crayon marqueur. Donc ces animaux vasectomisés ou ces animaux dont le pénis est dévié ou ces vaches vasectomisées ont un marqueur et elles vont tenter de chevaucher les vaches et les vaches qui acceptent le chevauchement vont être marquées jusqu'au niveau du garrot et si elle accepte le chevauchement, ce qui veut dire qu'elle est en chaleur. Et en ce moment, on procède à l'insémination artificielle. Car si elle n'est pas en chaleur, elle n'acceptera pas le chevauchement par ces femelles androgénisées ou ces mâles vasectomisés. Parlons à présent de la fécondation. La fécondation, elle peut se faire soit par insémination artificielle, soit par saillie naturelle. L'insémination artificielle est la mieux pratiquée chez l'espèce bovine. Pour ce qui est de la saillie naturelle, elle peut se faire en monte libre
ou monte en lot. En monte libre ou monte en lot. Dans ce cas, il faut un taureau pour 25 à 30 vaches qui sont reparties en groupe afin de contrôler la paternité. Et on peut faire aussi la monte en main. Dans ce cas, on va présenter la vache qui est en chaleur individuellement au taureau et ce, 2 fois pendant l'estrus afin de la saillir. Donc voilà les 2 méthodes de saillie naturelle, à savoir la monte libre ou bien la monte dans un lot de 25 vaches et enfin la monte en main qui est une présentation physique de la femelle en chaleur. Parlons à présent du diagnostic de la gestation. Il existe plusieurs méthodes pour diagnostiquer la gestation. Un, on peut surveiller le retour des chaleurs dans un délai de 18 à 24 jours. Si il n'y a pas de retour de chaleur, ça veut dire que la femelle elle a été saillie et qu'elle est gestante. On peut doser aussi la progestérone dans le lait ou dans le sang à partir de 24 jours. Et le taux de progestérone augmente. Eh ben, c'est pratiquement le même test qui se fait chez la femme où on peut doser la progestérone dans les urines et il y a des tests de bandelettes réactifs qui permettent de montrer et de mettre en évidence la progestérone. On peut faire aussi de l'échographie qui est la méthode la plus utilisée, mais cela suppose d'attendre au moins 40 jours pour que le développement embryonnaire se fasse convenablement. Et enfin, la dernière méthode de diagnostic de gestation, c'est la palpation transrectale. Donc, c'est un examen de l'utérus, mais aussi un examen des ovaires pour voir si les ovaires ont un corps jaune. Et cette palpation transabdominale se fait à partir de 2 mois après l'insémination artificielle ou après la saillie. Là, nous avons un vétérinaire qui est en train de faire une insémination artificielle. Il a débourré. Après avoir débourré, il maintient dans l'une de ses mains le col de l'utérus et avec l'autre, il met le pistolet d'insémination artificielle dans le vagin, puis dans le col de l'utérus et enfin dépose la sémence dans l'utérus. La durée de la gestation. Pour toutes les femelles gestantes, il faut éviter toute source de stress et de manipulation traumatisant qui peuvent conduire à un avortement. Chez la laitière, il faut faire attention au tarissement, surtout chez les femelles hautement productrices. En général, la période de tarissement est de 2 mois. Et si on veut tarir une femelle, il faut arrêter de la traire brutalement. Il faut arrêter brutalement de la traire, donc spontanément. On peut faire des injections d'antibiotiques retard dans les mamelles pour éviter des mammites. On peut mettre la vache en diète hydrique de 2 ou 3 jours afin de réduire la production de lait. Il faut isoler la vache de tout ce qui est sain de la traite afin qu'elle ne soit pas en contact avec les stimuli conditionnels tels que la vue du veau, le bruit du seau ou le bruit de la machine à traire. Et enfin, il faut surveiller les pies pour intervenir en cas de mammite. Donc là, c'est... Parlons à présent de la durée de la gestation. La durée de la gestation chez la vache est de 9 mois. Mais il existe des variations extrêmes pouvant aller de 255 jours à 310 jours. Les facteurs de variation de la durée de la gestation sont 1. Les races. Il y a des races précoces et des races tardives. Par exemple, 265 jours chez la frison et 290 jours chez la blonde d'Aquitaine. La durée de la gestation varie aussi selon l'âge de la parturiente. Eh bien, cette durée de gestation, elle est courte chez les génisses et elle est longue chez les vaches âgées. La durée de la gestation varie aussi selon le sexe du fœtus. Les mâles ont une durée de gestation beaucoup plus longue que les femelles. Ça dépend aussi de la jumelleté. En effet, les gestations jumellaires ont tendance à être beaucoup plus courtes que les gestations uniques. À présent, parlons de la parturité, autrement de la mise bas. En effet, les signes prémonitoires ou bien les signes annonciateurs de la mise bas sont constitués par des modifications anatomiques et des modifications comportementales de la vache. C'est ainsi qu'on va observer dans un premier instant une descente de la mamelle, autrement dit une augmentation du volume de la mamelle
à cause d'un œdème important qui peut intéresser le devant de la mamelle, surtout chez les primipares et ce 10 jours avant le part, autrement dit 10 jours avant la mise bas. On peut observer aussi comme signe de la mise bas le relâchement du ligament sacro-sciatique 2 à 3 jours, 3 à 4 jours avant le part. Avant le part. Donc, la vache a le dos qui est voussé. La vache a le dos qui est cassé. Parce que il y a le relâchement des ligaments sacro-sciatiques ou les ligaments du bassin. La tuméfaction est l'écoulement vaginal qui traduit la liquéfaction du bochon cervical. La parturiente sera agitée, elle ne s'alimente pas, elle s'isole du troupeau. L'expulsion du fœtus est lente et peut durer entre 30 minutes et 2 heures. Dans un premier instant, on observe une expulsion des os fétales et deux fois même de la première poche des os. Ensuite, l'expulsion des enveloppes fétales se fait dans les heures qui suivent la mise bas. On parle alors de non-délivrance lorsque 24 heures après la mise bas, les annexes fétales ne sont pas tombées. La mise bas doit être faite dans un lieu propre, de préférence dans une maternité. Le nouveau-né doit recevoir du colostrum, qui est le premier lait de la maman, le plus tôt possible, car il a des propriétés laxatives, il a des propriétés immunitaires, c'est pratiquement le vaccin du veau, si on peut le dire, mais aussi a des propriétés digestives. Et il doit le recevoir avant 12 heures de vie, car la digestibilité du colostrum diminue avec le temps. Après cela, il faut désinfecter le cordon ombilical avec des sels iodés. Il faut peser le veau à la naissance pour savoir ses chances de survie, car les veaux très faibles ou pesant un poids relativement bas ont une espérance de vie faible. Il faut encourager la vache à lécher son veau, donc pour cela, on va asperger le veau avec du sel. Et ce léchage va stimuler la circulation du sang et réchauffer le veau. En cas de contrainte, on va faire ce qu'on appelle du bouchonnage. On va prendre de la paille et puis on va frotter tout le corps du veau afin de relancer sa circulation périphérique. Eh bien, comme on dit, il vaut mieux voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons une vache qui est sur le point de mettre bas. Dans un premier instant, on voit la première poche des os qui est sortie. Jusqu'ici, la poche des os n'est même pas éclatée et pourtant nous voyons le veau qui engage sa tête. Là, la poche des os est complètement éclatée et on voit la tête et les deux membres antérieurs du veau. Là, il progresse. Là, elle se couche, elle pousse et elle se relève. Et finalement, le veau sort avec une partie des annexes fétales qui le forment. Et enfin, la femelle vient lécher le veau pour établir ce réflexe de reconnaissance et d'identification de son veau. Mais aussi, cela va permettre de relancer la circulation périphérique du veau. Donc là, nous avons une mise bas avec une présentation normale. Cette présentation, elle peut être avec les membres antérieurs, tout comme elle peut être avec les membres postérieurs. Par contre, là, nous avons des présentations qui sont dystociques, autrement dit, qui sont anormales. Là, nous avons le veau qui est engagé par les membres antérieurs, mais une tête déviée. Là, nous avons un seul membre qui est engagé avec la tête. Là, nous avons les deux membres qui sont engagés, mais avec une tête qui est entre les membres. Et là, c'est une présentation par le siège. Parlons à présent de la longévité et de réforme des vaches laitières. La longévité est en moyenne de 3 lactations et demie. Mais les variations sont importantes chez les races à viande. Certains éleveurs préfèrent reformer les vaches allaitantes assez jeunes avant que leur valeur bouchère ne se dégrade. Donc c'est le même problème qui se pose par exemple chez les poules pondeuses de race mixte. Donc certains éleveurs préfèrent
ne pas faire une deuxième courbe de ponte afin de garder une certaine valeur marchande des poules. C'est la même chose aussi chez les bovins. Certains préfèrent avoir une valeur marchande et par conséquent préfèrent vendre les vaches laitières assez tôt que de les exploiter très tardivement. Dans tous les cas, nous avons dit que à partir de la 7e lactation, la vache, les mamelles, ou plutôt les acidiques commencent à vieillir et ne produisent pas assez. Donc, si on considère un an pour arriver en maturité sexuelle, puis faire 3 lactations et demie, on peut espérer à 5-6 ans l'âge d'une vache avant sa réforme. Les causes de réforme sont aussi multiples, ça peut être de l'infertilité, ça peut être une insuffisance de production, donc autrement dit une raison zootechnique, ça peut être aussi pour des raisons sanitaires telles que les mammites fréquentes. On peut utiliser un planning rotatif pour suivre la carrière des vaches et nous aurons toutes les étapes, à savoir la date du jour du vélage, la préparation du vélage, le jour du tarissement, la vérification de la gestation, la fécondation. Bref, toutes les étapes de la carrière de la vache peuvent être suivies grâce à un calendrier rotatif. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai voulu vous présenter dans ce module qui est relativement long, mais qui est très instructif dans le cadre de la carrière d'une vache. Sur ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous pour le prochain module.